Au moment où l'école de l'aviation de chasse quitte Tours pour rejoindre Cognac, elle peut regarder son histoire avec fierté et le sentiment du devoir accompli, ayant transformé de nombreux jeunes rapaces en chasseurs prêts à combattre au sein des unités de première ligne. Vous venez de recevoir un nouvel insigne à 2 ailes. Il fait de vous des pilotes de chasse ou des navigateurs officiers système d'armes. Et à la chasse! Tu es le premier foyer de tous les équipages chasse. Avec ton apparente simplicité, c'est pourtant dans tes murs que l'on enseigne les rudiments du pilotage. Un cocon pas toujours douillet. Tu leur en as fait baver à tous ces jeunes élèves qui rêvent d'accéder au Graal. Tu accueilles les instructeurs, bien sûr, mais également les pistards, les mécanos, les marqueurs et tant d'autres. Ta mission première, la formation. Mais toi aussi, finalement, premier escadron de France, tu as ton lot de tâches annexes. Il y a la représentation avec le solo display, tu joues parfois même les agresseurs avec tes anciens locataires. Tes backseats reçoivent tout type de visiteurs que tu ménages à ta façon. Si ton histoire s'écrit depuis 59 ans dans le ciel de Tours, ces premières pages décrivent un tout autre décor, un autre pays, en pleine Seconde Guerre mondiale. Souviens-toi, en 1942, des troupes américaines débarquent au Maroc et en Algérie, alors contrôlées par le régime de Vichy. Cette opération, baptisée Torche, permet de créer un front sur la rive sud de la Méditerranée. Une base arrière dont l'aéronautique militaire française va bénéficier. Alors que la formation des pilotes est interrompue en France, il devient urgent de reprendre l'entraînement. Dès 1943, la section chasse est créée. La présence de nombreux alliés sur la plateforme de Marrakech ralentit les flux de formation. Alors 1 an plus tard, le camp français déménage à Meknès, où on parle désormais de centre d'instruction à la chasse. Situé autour de nombreux terrains satellites et non loin du massif de l'Atlas, cette plateforme offre des conditions optimales durant 17 ans. Là, rapidement, on a besoin d'un avion double commande parce que les avions monoplaces posent des problèmes. Les problèmes étant que forcément, apprendre sur un avion monoplace, on est guidé uniquement par la voix, on apprend un petit peu sur le tas, on est obligé de piloter soi-même l'avion pour découvrir un tout petit peu comment ça fonctionne, sans forcément avoir une démonstration aux commandes au sein de l'avion. L'avion biplace, les élèves l'ont déjà connu dans leur phase initiale de formation qui se trouve à Marrakech sur T6 assez rapidement. Et le problème du T6, alors il a fait une petite apparition au sein de l'école de chasse, mais le problème du T6, c'est que c'est un avion qui manquait encore un petit peu de performance. Donc on se retourne vers un avion bombardier, le A24 Dauntless, où le poste de mitrailleur en place arrière est bricolé par nos mécaniciens de l'époque, qui vont en faire un deuxième poste de pilotage pour l'instructeur. Et ces avions seront d'abord utilisés pour l'instruction du vol sans visibilité et du vol de nuit qui nécessitent un pilotage très fin sur lesquels on veut absolument insister à l'époque. À Meknès, la formation aérienne se structure. En janvier 1947, le centre d'instruction à la chasse et le centre de perfectionnement à la chasse fusionnent pour te donner naissance. On t'appellera École de l'aviation de chasse, mais il te faut un nom de baptême. C'est évidemment celui d'un pilote de chasse, Christian Martel, que tu reçois. Un aviateur qui rejoint l'Angleterre en 1942 au bout de 3 tentatives. En intégrant le service de renseignement et des actions clandestines de la France libre, il monte un réseau d'évasion avant de rejoindre le groupe de chasse Alsace qu'il commande dès 1943.
Instructeur pilote de renom, décédé en août 1945 en Grande-Bretagne avec 6 victoires aériennes à son palmarès. Quel prestige pour toi! Et ce n'est pas fini. En ce début d'année 1947, tu reçois également ton insigne. La cigogne, inspirée de 3 escadrilles dont la fameuse SPA-3 de Guilmer, est dessinée sur l'étoile verte chérifienne, symbole du Maroc. Les traditions sont nées. Tu prends de la consistance. Malgré tout, nous n'en sommes encore qu'au balbutiement. En matière de maintenance aéronautique, par exemple, c'est le système D qui prévaut. Et pour cause, pas moins de 10 types d'appareils se côtoient sur le parking. Autant de machines qu'il faut réparer avec un stock de pièces très limité. Heureusement, l'ingéniosité des mécanos est sans faille. Ils n'hésitent pas à cannibaliser certains avions déclassés pour permettre à d'autres de voler. Pour vous donner un tout petit peu l'ambiance, il y a 10 types d'appareils différents qui vont évoluer sur le parking en simultané, 5 escadrons. Et en fait, on se retrouve avec vraiment un patchwork. Les mécaniciens doivent faire preuve d'ingéniosité monstrueuse parce qu'il manque de pièces. Pour anecdote, les 2 voitines des 520 finissaient par voler avec les roues de Curtiss et une roulette de queue dans lesquelles on découpait des bandes de pneus qu'on rafistolait pour pouvoir faire la roulette de queue. C'est-à-dire qu'on se montrait particulièrement ingénieux pour pouvoir arriver à faire l'activité et arriver à sortir des pilotes de chasse. Il faut attendre 1951 pour voir arriver le premier réacteur, le Lockheed TF-80 Shooting Star. Après des années au vent des hélices, c'est un changement total de dimension. Si l'avion à réaction devient le roi du tarmac, il continue malgré tout de partager ses lignes de vol avec des avions plus anciens, tels les A-24 Dauntless, les T-6 ou encore les Spitfire. Tes montures sont donc nombreuses. Toutes devaient supporter les manœuvres pas toujours délicates des pilotes en herbe. À l'époque, les cabrioles sont légion. J'ai une anecdote d'un instructeur qui se retrouve au décollage avec un avion à hélice, un A-24 Dauntless, justement biplace. Au moment des jaugeages, au moment où il se retrouve airborne, donc l'élève devant fait ses procédures, et puis derrière, c'est vrai que vu que la place était bricolée, il avait très peu d'interrupteurs, très peu de choses. Et là, le moteur commence à ratatouiller, le moteur s'arrête, et puis du coup, ils font du mieux qu'ils peuvent pour se poser droit devant dans les dunes de sable. Et l'instructeur se souvient avoir même dépassé le moteur qui était en train de rouler derrière, qui s'était arraché, et puis tout s'arrête dans un nuage de poussière. Il va voir son élève devant qui heureusement est indemne, et il lui demande « ça va, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ?» Et en fait, il regarde dans la cabine, et l'élève, au lieu de toucher certains interrupteurs, avait coupé l'arrivée du carburant. Donc forcément, ça avait posé 2-3 problèmes, et l'avion n'était pas allé très loin. Donc les instructeurs étaient rompus à ce genre de choses. Sur les carnets de vol de l'époque, il y avait beaucoup de décollage, et certaines fois, il n'y avait pas d'atterrissage. « 1956 et l'indépendance du Maroc sonnent l'heure du déménagement. Un terrain d'aviation utilisé depuis 1915 à Parcé-Melay en Touraine est choisi pour t'accueillir en 1961. Avec sa position géographique idéale, la BA 705 de Tours, qui abritait jusqu'alors la 30e escadre de chasse de nuit et ses vautours, devient le nouveau berceau de la chasse. À cette époque, 6 escadrons d'instruction en vol, les EIV, se partagent le tarmac. Les élèves ne volent plus que sur 2 types d'avions, le T-33 et le Mystère 4. Ce dernier a tout récemment remplacé l'Ouragan. Pour les aspirants pilotes de chasse, le premier vol sur ce monoplace de combat qu'ils n'ont même jamais fait rouler au sol est l'épreuve du feu. Les avions décollaient à 2 avec un leader qui allait les aiguiller et en particulier les aider pour venir se poser parce qu'il fallait faire très attention en dernier virage à avoir les bons paramètres de vol et éviter de se mettre dans une position délicate. Donc décollage des 2 avions, ils prenaient un cap quasiment plein ouest, ils allaient au-dessus de Noirmoutier, ils passaient le mur du son, ils rentraient, ils se posaient. C'était aussi simple que ça, c'était le baptême du feu, passage du MAC et puis retour sur le terrain avec du coup un vol mémorable pour tous ceux qui l'ont vécu je pense.
mais le stress au retour terrain lorsqu'il fallait se poser et même si l'instructeur accompagnait son élève jusqu'au toucher des roues, il devait y avoir de l'appréhension jusqu'au dernier moment. Le premier vol sur un avion, c'est toujours un moment vraiment exceptionnel dans la vie d'un pilote. J'ai pu vivre ça dans ma courte carrière de pilote sur d'autres avions à hélice. Mais alors le premier vol sur un avion à réaction, alors en allant dans l'avion, on est serein. On a déjà fait le vol plusieurs fois avec un instructeur derrière qui nous a mis en confiance. Ça ne change rien quand on met en route, quand on roule. Et puis finalement sur la piste, on met plein gaz, on décolle et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout seul. C'est très impressionnant. Je ne peux pas m'empêcher à ce moment-là de penser que s'il se passe quelque chose, c'est tout pour moi, que mes instructeurs m'ont fait confiance pour pouvoir gérer la situation. On écoute tous les bruits que peut faire le moteur, essayer de voir s'il y a un bruit qui peut sembler un peu différent d'habitude. Bon, heureusement pour moi, tout s'est très bien passé et c'est particulièrement exaltant de pouvoir aller faire de la voltige et des choses vraiment incroyables alors qu'on n'a jamais volé seul sur cet avion. L'atterrissage se passe comme d'habitude, avec les camarades qui nous attendent sur le parking. Voilà un moment de grande fierté à ce moment-là du premier solo. En 1973, le 5e EIV disparaît. Escadron de fin de formation des élèves, il est dissous suite au départ des Mystère 4 vers Cazaux. Les autres EIV perdurent. Les moniteurs ont la lourde tâche d'inculquer aux jeunes recrues un savoir-faire indispensable à la maîtrise de l'avion. Issus de l'ancienne école, ils sont d'une extrême rigueur avec les futurs chevaliers du ciel. Cabrez votre avion, votre vitesse diminue. Là, vous pouvez faire un virage serré, la vitesse étant plus faible, et vous redescendez sur le target pour placer votre virage relatif et finir en courbe de poursuite. Intégrer la famille des chasseurs se mérite. Quelle que soit l'époque ou le type d'appareil avec lequel on tente de décrocher le précieux brevet. Comment les signalez-vous ? Le pointandier, plus 3 doigts. Ok, c'est ça. Justement, en 1979, un nouveau vecteur fait son apparition à Tours, l'Alpha Jet. Sa mission, remplacer le T-33 qui, durant 30 ans, a formé des milliers de pilotes de chasse. Véritable machine d'instruction, l'Alpha Jet fera cavalier seul dans le ciel tourangeau à partir de 1981, et ce, jusqu'en 2020. Avec l'arrivée du gadget, c'est aussi la physionomie de la base qui change. Les bâtiments des actuels EIV, ainsi que celui du simulateur, sortent de terre. Je me souviens que c'était l'école de la détermination, de la rigueur, de l'exemplarité, et qu'il y a aussi beaucoup de valeurs de solidarité qui sont développées à cette occasion-là. Je me souviens très clairement de mon premier vol sur Alpha Jet, où provenant du Tucano à Salon de Provence, j'avais l'impression d'embrasser une nouvelle dimension, clairement la dimension de l'aviation de chasse. Tout allait beaucoup plus vite. Go. L'Alpha Jet a apporté une grande modernité parce que l'avion était bien performant, il avait aussi une certaine sécurité avec ses 2 réacteurs. Et en fait, entre 79 et 81, les 2 années où les 2 avions se sont côtoyés, on avait encore la vieille école et on avait la nouvelle école. Il y avait ceux qui voulaient être formés sur T-33 pour avoir connu l'ancien temps. Il y avait ceux qui voulaient l'Alpha Jet pour connaître le nouveau temps, la modernité. Au fil des ans, les méthodes d'apprentissage évoluent. On passe de cours magistraux à une pédagogie qui s'appuie sur différents supports. Chasseur monoplace, biréacteur de supériorité aérienne. Parmi eux, les moyens de simulation. Bien moins développés que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, 95 heures de vol sont nécessaires pour faire d'un pilote d'avion à hélice un pilote de chasse sur réacteur. Quant aux élèves navigateurs, il faudra attendre 1993 pour qu'ils soient formés chez toi, aux côtés des pilotes. Un an plus tard, tu perds à nouveau une unité et es désormais constitué de 3 escadrons. Mais les années à venir te préparent encore bien des surprises. L'école franco-belge de pilotes de combat, outil de formation adapté aux exigences opérationnelles actuelles,
fait partie, comme le disait André Flau il y a un instant, des initiatives qui témoignent de la marche en avant de la défense européenne. Vous êtes les premiers à avoir eu la chance de bénéficier de cette formation. EJETS, donc l'école franco-belge qui est apparue en 2004. Ce n'est pas une école française qui accueille des Belges, ni une école belge qui accueille des Français, mais bien une école franco-belge intégralement. Et ça modifie tout, ça oblige à tout revoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous n'avions pas forcément les mêmes méthodes pour arriver à un but commun qui était le pilote qui doit arriver en escadron doit avoir telle compétence, telle capacité, mais nous suivions des méthodes différentes, des chemins différents. Et ça a obligé en fait à se mettre autour de la table pour dire mon programme c'est celui-ci, votre programme c'est celui-là, on fait lequel ? Et il a fallu dans un premier temps faire des compromis, et puis rapidement se rendre compte que ce n'était pas viable, juste des compromis. Et en fait on a décidé de repartir d'une page blanche et de faire ce que l'on appelle vraiment de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire de se poser la question quel est le produit fini que j'attends. Donc toute cette évolution-là a obligé à repenser et à voir un accompagnement différent des stagiaires et je pense un accompagnement peut-être plus bienveillant dans l'approche ou en tout cas où l'on cherche à faire vraiment progresser pas à pas et à construire l'élève plutôt que d'attendre un niveau et de voir s'il l'atteint. Et ça passe aussi par une grande standardisation. Parce que si chaque instructeur a un discours différent, ce que j'ai vécu en tant qu'élève, à chaque vol, en fait, on vole pour l'instructeur en se demandant lui, il préfère comme ça, lui, il m'a dit ça, mais pas lui. Et donc, on ne sait jamais si ce que l'on va faire correspond à l'attente de l'instructeur. La standardisation dit voilà ce qu'il faut savoir faire et chaque instructeur va délivrer le même message, avec ses mots à lui, mais la même base. Donc ce gain en confiance, je pense, a été très important et on en a vu réellement les fruits à travers les promotions qui sont passées ici et qui ont, je pense, beaucoup mieux vécu leur formation à l'école de chasse que ce qui a pu avoir lieu par le passé. Il y a 3 ou 4 moments qui sont vraiment marquants dans la vie des élèves ici et du coup, par voie de conséquence, qui sont très émouvants aussi pour nous instructeurs. Le premier, ça va être leur premier vol sur Alpha Jet, qui est leur premier vol sur avion de chasse, avion à réaction. Le deuxième, ça va être leur lâcher, le jour où ils vont partir pour la première fois tout seuls. Le troisième, c'est un moment un petit peu moins joyeux qui arrive quand ils éprouvent des difficultés. Pour nous, c'est vraiment un challenge d'arriver à leur faire surmonter ce passage-là où ils risquent de voir leur rêve brisé. Et le dernier, ça va être au retour de leur dernier test, quand ils rentrent et que c'est bon, et qu'ils savent qu'ils vont avoir leurs ailes de pilote de chasse qui leur seront certainement remises par leurs parrains lors du macaronnage, qui est la cérémonie qui termine leur formation ici. J'ai eu la chance aussi de faire un premier parrainage entre 2011 et 2015. Et une grosse partie des élèves que j'ai formés, je les ai retrouvés ensuite, après 2015, en escadron de chasse, que je suis retourné en escadron de chasse. Et notamment, j'ai pu faire des opérations extérieures avec eux et de voir comme ça des jeunes élèves, notamment des filleuls que j'avais, revenir d'une mission de guerre, de leur première mission de guerre. Ça, c'est vraiment gratifiant, ça. Basket One, magaz. Attention, décollage. Airborne. Évidemment, beaucoup d'émotions, ce rentrage qui tourne historique. En 2012, les 3 EIV restants se voient remettre les traditions d'unités de combat mises en sommeil. Le 3-4 Limousin, le 3-13 Auvergne et le 4-11 Jura. Ces fanions t'accompagneront jusqu'à ta dernière cérémonie de macaronnage en juillet 2020. Des générations de pilotes ont été formés ici, des générations d'instructeurs ont formé ici.
des générations de mécaniciens ont mis en œuvre ces avions, de contrôleurs aériens, bref, toute l'armée de l'air qui a vécu au rythme de cette école de chasse à Tours. Et pour nous, ce seront des souvenirs inoubliables. On partait à l'étranger sur des échanges avec d'autres écoles, mes meilleurs souvenirs. C'est ma deuxième famille et ça le restera. On était les derniers visages qu'ils voyaient avant de partir en vol. Et on était aussi les premiers visages qu'ils voyaient quand ils rentraient de vol. Et c'était une relation particulière qui nous manquera, j'en suis sûr. L'école de l'aviation de chasse à Tours depuis 1961, ce sont des milliers de brevets. Ce sont aussi parfois des coups d'éclat. Et ce sont aussi des échanges avec les autres forces aériennes. Donc Meknès par le passé, Tours aujourd'hui pour encore quelques semaines, et une histoire qui va continuer de s'écrire désormais à Cognac sur PC21.